La parole est à monsieur François Fillon pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, le 13 novembre, c'est une certaine idée de la vie française qui a été massacrée. Cette vie où on déambule dans Paris, où l'on se retrouve au concert, à la table d'un café entre amis, cette vie où le débat et l'humour sont permis, cette vie où la beauté des femmes n'est pas recouverte de noir, cette vie où l'on peut croire en Dieu ou ne pas y croire, cette vie où l'on s'exprime par son vote et pas par les armes, cette vie où les mots de liberté, d'égalité et de fraternité ont encore un sens. Oui, cette vie-là a été frappée, et elle le fut par des djihadistes français qui préfèrent mourir pour un califat intégriste plutôt que de vivre dans le pays des droits de l'homme. Pour ceux qui hésiteraient encore à mettre les mots sur les faits, nous sommes en guerre face à une organisation puissante et structurée, face à un État fanatique. Contre cet ennemi, le groupe des Républicains, Monsieur le Premier ministre, n'a jamais esquivé ses responsabilités. Pour l'engagement de nos forces armées en Irak, pour l'extension des opérations au-dessus de la Syrie, pour la prolongation de l'état d'urgence, nous avons fait notre devoir. Et nous allons encore le faire aujourd'hui. Mais depuis plus d'un an aussi, nous avons lancé l'alerte. Lorsqu'on fait la guerre, il faut se donner les moyens de la gagner. Or, nous sommes loin du but. Après des mois de bombardements, l'adversaire reste redoutable. Il s'attaque plus violemment encore qu'au mois de janvier à nos concitoyens. Il mène des opérations quasi simultanées contre les Russes en Égypte, contre la démocratie tunisienne, contre le Liban fragile. Il tient ses positions en Irak, il est aux portes de Damas. Nous n'avons jamais cru à une victoire éclair, mais, Monsieur le Premier ministre, il y a eu des erreurs, il y a eu des retards, et votre stratégie s'est trouvée dans l'impasse. Il y a un an, vous affirmiez ici que l'intervention des forces aériennes ne pouvait concerner que l'Irak et jamais la Syrie. Pour le gouvernement, il fallait éviter à tout prix d'aider le régime de Bachar el-Assad, alors qu'en réalité, il fallait à tout prix détruire l'État islamique. En septembre 2014, je vous avais pourtant alerté avec d'autres sur le fait que le combat contre l'État islamique ne pouvait être victorieux que s'il était livré sur tous les fronts. Nous avons perdu du temps et l'ennemi a utilisé le sien en alignant les conquêtes et les massacres. Les minorités chrétiennes et yézidis ont été décimées et chassées de leur pays. Palmyre n'est plus. Quant à Damas, sa chute n'a pu être évitée que par l'intervention russe. Cette impasse est le résultat d'une vision diplomatique erronée. Le leitmotiv du ni Assad ni Daesh fut une erreur. Nous n'avons aucune complaisance concernant le président syrien. Mais lorsqu'on fait la guerre et que l'on doit protéger les Français des représailles, on ne multiplie pas ses adversaires et, au surplus, on ne méprise pas ses éventuels alliés. Je n'ai pas attendu le 13 novembre pour dire que Moscou devait être intégré à la coalition internationale. Au lieu de cela, nous avons préféré engager un bras de fer avec la Russie, lui imposer des sanctions, l'écarter du G8, lui refuser la vente de nos Mistral. Bien sûr, la crise ukrainienne était là, mais à force de ne voir qu'elle, on a perdu de vue la menace principale. Par manque de clairvoyance, la France s'est privée de marge de manœuvre et fut doublée par les événements. C'est sans nous que les Américains et les Russes ont engagé des discussions directes cet été. Et c'est sans nous qu'ils ont pris l'initiative de relancer le mois dernier à Vienne le processus diplomatique auquel notre pays s'est raccroché. Le président de la République à Versailles a semblé décidé à changer de stratégie. Après y avoir été hostile, il ordonne de frapper l'État islamique sur le territoire syrien. Il se rend au Kremlin, il milite pour une vraie coalition internationale et il renonce, ou en tout cas j'avais cru le comprendre, à faire du départ d'Assad le préalable du préalable.
Ce qui était impossible ou inadmissible l'année dernière est devenu nécessaire aujourd'hui. Nous soutenons ce revirement, mais au fond de nous, il y a de la colère devant le temps perdu. C'est pourquoi, Monsieur le Premier ministre, nous vous disons avec la franchise qu'autorise notre démocratie que notre soutien ne sera pas sans critique pour le passé, ni sans exigence pour l'avenir. Nous attendons du président de la République qu'il ne ménage aucun effort pour constituer la coalition la plus large possible contre l'État islamique. Qu'est-ce que cela signifie? D'abord, fédérer dans un même cadre opérationnel tous ceux qui sont présents sur le terrain pour lutter contre l'État islamique. Comment croire, alors qu'un avion d'un pays de l'OTAN a abattu hier un appareil russe, qu'une simple coordination des efforts internationaux contre l'État islamique pourrait suffire? Ce dont nous avons besoin, c'est d'une coalition unique, d'une bannière unique contre le drapeau noir, avec des objectifs militaires et politiques partagés. Ne soyons pas naïfs, nous ne vaincrons pas l'État islamique sans cela. Churchill, De Gaulle, Roosevelt, Staline, qui avaient bien peu de choses en commun, n'en ont pas fait l'économie pour en finir avec le nazisme. Il faut donc que nous fassions tout ce qui est en notre pouvoir pour que soit organisée une conférence au sommet associant les États-Unis, la Russie et les États de la région, Turquie, Iran et pays du Golfe compris. Mais ça n'est pas tout. Peut-on combattre côte à côte avec les Russes alors que nous leur imposons en même temps des sanctions européennes? La réponse est évidemment non. La France doit prendre ses responsabilités et obtenir lors du prochain Conseil européen qu'un terme soit mis à ces sanctions, ou pour le moins elles soient suspendues. L'enjeu n'est pas de savoir si le président russe joue une partie d'échec diplomatique parmi bien d'autres acteurs orientaux et occidentaux. L'enjeu, c'est de mettre tout le monde en ordre de bataille. L'accord sur le nucléaire permet aussi d'envisager la réintégration de l'Iran dans les discussions. Son influence sur le conflit syrien et la présence de ses forces spéciales sur le terrain en font, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, un élément clé de la victoire au sol. Pour vaincre les terrorismes, Monsieur le Premier ministre, nous ne pourrons pas nous passer d'une liaison avec les autorités syriennes. Comment abattre l'État islamique, dont les sanctuaires et les centres de décision sont en Syrie? Comment bâtir une solution politique sans un minima des échanges de renseignements avec le régime en place? Nous demandons l'ouverture d'un poste diplomatique à Damas et l'envoi dans un premier temps d'un chargé d'affaires pour ouvrir ce canal d'information. J'ajoute, Monsieur le Premier ministre, que ce serait un réconfort bienvenu pour la communauté française en Syrie qui se sent totalement abandonnée. Sur le terrain, comme vous l'avez dit, il faut intensifier les bombardements des centres névralgiques de l'ennemi. L'arrivée du porte-avions Charles de Gaulle permet de tripler notre capacité de frappe et je voudrais rendre hommage à tous nos militaires qui combattent sur tous les fronts pour défendre notre liberté et notre sécurité. Mais nous ne pouvons pas nous cantonner à cibler Raqqa. Nous devons étendre nos frappes aux zones qui permettent à l'État islamique de répandre sa gangrène jusqu'à l'Europe et notamment à la frontière entre la Syrie et la Turquie. C'est indispensable pour mettre un terme à la porosité de la frontière par laquelle transitent les combattants étrangers. C'est indispensable pour aider les Kurdes, dont la bravoure ne se dément pas. Toujours sur le plan militaire, nous devons aussi avoir le courage d'anticiper l'étape d'après et les actions au sol. L'État islamique ne sera affaibli depuis les airs, mais il ne sera vaincu qu'au sol. Ne répétons pas les erreurs de l'Irak ou de l'Afghanistan, en laissant planer l'hypothèse d'une opération occidentale qui provoquerait une réaction de rejet immanquable sur laquelle misent justement tant de nos ennemis. En revanche, il faut penser les actions au sol avec ceux qui combattent effectivement l'État islamique en Syrie et en Irak et avec les États de la région qui sont les plus directement menacés. C'est à eux qu'il revient d'éradiquer le mal qui menace désormais une immense région qui va du Pakistan au Nigeria et dont le Yémen et la Libye constituent les cibles les plus fragiles. Nos efforts doivent être autant militaires que diplomatiques. Les réunions qui se sont tenues à Vienne ont conduit à l'adoption d'une feuille de route
et d'un calendrier qui ont été endossés par la Russie et par l'Iran. Alors ne multiplions pas les points de blocage quant au départ préalable du président syrien et sachons rester ouverts au schéma qui permettrait de concrétiser l'horizon d'une transition politique. Notre action devra s'inscrire dans le cadre du droit international. Pour l'instant, la résolution 2249, votée à la demande de la France, n'est qu'un texte déclaratoire et symbolique. C'est un premier pas, c'est un pas utile, mais c'est un pas insuffisant. Nous devons obtenir du Conseil de sécurité l'adoption d'une résolution placée sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, le seul qui prévoit l'autorisation de l'usage de la force, le seul qui permettrait de mettre nos adversaires au banc de la communauté internationale. Enfin, nous devons aussi exiger de certains de nos alliés la clarification de leur engagement. L'Arabie saoudite et certains États du Golfe restent flous à l'égard du financement des djihadistes. Le gouvernement nous dit, et je le crois, qu'il ne dispose d'aucun élément de preuve de l'existence de tels financements. Mais les mosquées de Molenbeek ont bien été financées par l'Arabie saoudite. Dons privés, nous dit-on, dons privés, cessons de fermer les yeux. Et d'ailleurs, nous devrions nous interroger sur la question de savoir s'il ne faut pas interdire tous les financements étrangers sur le sol de notre pays, s'agissant des mosquées. Et que dire de la Turquie? C'est par elle que transitent les plus grands flux de combattants européens vers la Syrie. C'est par elle que sort l'essentiel du pétrole produit dans les zones contrôlées par les terroristes. C'est son armée qui vient d'abattre un avion allié et qui bombarde les Kurdes. Notre pays et ses alliés doivent exiger le maximum de solidarité du président Erdogan, qui ne saurait utiliser la question des réfugiés pour éluder ses responsabilités à l'égard de l'Alliance atlantique. Le gouvernement français ne doit pas accepter qu'un accord entre l'Union européenne et la Turquie puisse être conclu sans une clarification de la politique d'Ankara à l'égard de la Syrie. Merci de conclure, monsieur le député. Oui, je conclus, madame. Monsieur le Premier ministre, vous pouvez vous convaincre que votre revirement ne serait que la conséquence d'un changement de stratégie russe que vous êtes bien seul à percevoir. Vous pouvez une nouvelle fois ignorer nos avis, mais vous prendrez alors seul la responsabilité d'un enlisement qui aura de graves conséquences pour la sécurité des Français. Mes chers collègues, partout ces jours-ci, la Marseillaise est chantée et je vois des drapeaux tricolores. Ce drapeau rassemble tous ceux qui, au-delà de leurs origines et de leur religion, aiment la France. Parmi nous, j'invite nos concitoyens musulmans à se dresser contre ceux qui instrumentalisent leur foi. Dans aucune parcelle de notre territoire, les fanatiques ne doivent trouver le moindre repos. Partout sur le plan sécuritaire, culturel, spirituel, les fondamentalistes doivent se heurter à un mur. Les terroristes pensaient que nous étions incapables de réagir. J'ai lu comme vous le récit de ces Français qui, sur les lieux des attentats, ont été courageux. Au Bataclan, certains couvraient de leur corps leurs voisins. D'autres protégeaient ou secouraient les victimes. Et puis nous avons vu de quoi sont capables les policiers, les pompiers, les médecins et les soldats. Oui, nous sommes les héritiers d'un grand peuple qui est monté sur les barricades pour défendre sa liberté, qui est sorti des tranchées pour sa souveraineté. Nous ne sommes pas des anonymes, nous sommes la France. Pour elle, nous allons résister, nous allons nous battre ensemble et nous devons vaincre.